Aujourd'hui, on répond à cette excellente question: pourquoi pour calculer une intégrale, il faut une primitive? Si tu veux vraiment comprendre les maths, tu es au bon endroit. Abonne-toi, je suis Algébri pour t'aider à exceller en maths. Alors déjà, je précise que toutes les intégrales ne se calculent pas nécessairement avec une primitive. Il y a beaucoup d'exemples d'intégrales où on trouve des astuces différentes pour arriver à calculer la valeur de l'intégrale. Par exemple, l'intégrale de Gauss, voir sur mon profil, ou alors des intégrales que l'on peut calculer avec le théorème des résidus. Tout simplement parce que le calcul intégral fait partie d'une théorie plus vaste que simplement la recherche de primitives, et la recherche de primitives est simplement un cas particulier qui fait que dans certaines conditions seulement, le calcul intégral peut se ramener à du calcul de primitives. La théorie la plus fréquente est la théorie de l'intégration au sens de Riemann, mais il y a aussi la théorie de l'intégration au sens de Lebesgue, et encore d'autres théories. En gros, ces différentes théories font des constructions différentes pour essayer de donner un sens à la notion d'air ou de volume. Et l'énoncé de ce résultat, qui s'appelle le théorème fondamental de l'analyse, qui lie l'intégration et la primitivation, dépend de la théorie qu'on utilise et de certaines conditions que doit satisfaire la fonction petit f. Mais au vu de la question, on va supposer qu'on est dans le cas simple du programme de terminale, donc c'est le cadre de l'intégration au sens de Riemann, même si on ne voit pas la théorie, et on va supposer que la fonction f est continue. Je vais vous faire une petite démonstration de ce résultat dans le cas particulier où, en plus d'être continue, f est strictement croissante, et vous pourrez l'adapter au cas strictement décroissant. Pour démontrer ce résultat, on va avoir besoin essentiellement de deux propriétés du calcul intégral. C'est le premier, la relation de Schall, qui nous dit que si on fait l'intégrale de a à b de la fonction f plus l'intégrale de b à c de la fonction f, alors tout ça, c'est l'intégrale de a à c de la fonction f. En fait, c'est très intuitif, ça dit juste que si la surface qui va de A à B, j'y ajoute la surface qui va de B à C, bah j'ai la surface qui va de A à C. La deuxième propriété qu'on va utiliser, c'est celle-ci avec les inégalités, qui est la propriété de positivité de l'intégrale ou de l'ordre, qui dit que quand des fonctions sont ordonnées d'une façon, c'est-à-dire que la fonction g est inférieure à f qui est inférieure à h pour toute valeur t de l'intervalle AB, alors les intégrales sont dans le même ordre, c'est-à-dire que l'intégrale de g de a à b est inférieure ou égale à l'intégrale de f de a à b, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de h de a à b. Ok, je crois que c'est bon, on est parti. Je vais commencer par considérer cette fonction-là. C'est la fonction grand F qui, à petit x, associe l'intégrale de petit a à petit x de petit f de t dt. Je l'ai représenté ici. Et donc, comme vous voyez, ici on a la fonction qui est strictement croissante. On a petit a, on a petit x qui est dans l'intervalle. Alors, il y a un b, je ne l'ai pas représenté, hein, mais x varie entre a et b. Et pour n'importe quel x entre a et b, je définis la fonction r, c'est-à-dire l'air qui est représenté ici. C'est exactement cette intégrale-là. Et donc, on va essayer de calculer le taux d'accroissement de grand F. Pourquoi est-ce qu'on va calculer le taux d'accroissement de grand F? Parce qu'on veut démontrer que grand F est une fonction dérivable dont la dérivée est petit f. Donc en calculant le taux d'accroissement, je vais simplement calculer la limite et je vais retomber sur petit f. Et le taux d'accroissement est simplement donné par cette expression. Dans la borne du haut, j'ai remplacé x par x plus h. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente simplement toute la surface jusqu'à x plus h. Étape suivante, je calcule donc grand f de x plus h moins grand f de x. Et si on revient sur le dessin, ça correspond à l'aire totale qui va de petit a jusqu'à x plus h moins l'aire de petit a jusqu'à x. Mais comme on sait d'après Schall que l'aire de petit a jusqu'à petit x plus l'aire de petit x jusqu'à petit x plus h, c'est l'aire de petit a jusqu'à petit x plus h, la différence entre l'aire de a à x plus h moins l'aire de a à x, ça nous fait simplement l'aire de x à x plus h. Ce qui nous fait ceci. Maintenant, essayons de visualiser ce que représente cette aire. On a fait un zoom ici de la situation, et comme vous le voyez, en fait, on a l'aire de x à x plus h, et donc on a bien les valeurs là qui sont représentées. Et bien l'aire, en fait, c'est tout simplement l'aire sous la courbe jusqu'à l'axe des abscisses. Et donc sur ce dessin, on remarque une propriété intéressante, c'est que l'aire sous la courbe, elle est encadrée entre l'aire de deux rectangles. Si je prends le rectangle de largeur h et de hauteur f de x, et bien du coup, j'ai une aire qui est plus petite que l'aire de la courbe. Et si je prends le rectangle de hauteur f de x plus h et de largeur h, j'ai une aire qui est plus grande que celle de la courbe.
Pour démontrer ça, on part de t compris entre x et x plus h, et comme f est croissante, bien du coup, en appliquant f à l'inégalité, on préserve le sens, f de x est inférieur à f de t qui est inférieur à f de x plus h, et ensuite, par positivité de l'intégrale, j'ai que l'intégrale de f de x, en intégrant par rapport à t entre x et x plus h, est inférieure ou égale à l'intégrale de x à x plus h de f de t dt, qui est elle-même inférieure à l'intégrale de x à x plus h de f de x plus h dt. Si vous êtes bien attentif, vous avez vu qu'ici on a du f de x qu'on a intégré par rapport à dt, et du f de x plus h qu'on a intégré aussi par rapport à dt. Ça veut dire que ceci, c'est constant par rapport à la variable d'intégration, et donc en utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale, je peux sortir le f de x fois, du coup, cette intégrale-là. Ça, c'est juste une manière de dire qu'en fait, on calcule le rectangle de hauteur f de x et de longueur entre x et x plus h. Et de même de l'autre côté, ce qui me donne finalement cet encadrement, puisque cette intégrale, pour rappel, est égale à grand f de x plus h moins grand f de x. Ce qui nous donne l'encadrement suivant, après avoir remplacé les intégrales par ceci, puisque l'intégrale de 1, c'est simplement la différence des bornes, x plus h moins x. Et ceci, la même chose ici. Et donc ça nous fait h fois f de x, qui est inférieur ou égal à ceci, qui est inférieur ou égal à h de f de x plus h. Et donc en divisant par h, j'obtiens cet encadrement. Je suppose que h est strictement positif et différent de 0, et du coup si h est négatif, j'obtiens l'encadrement inverse, et la limite va exister si elle existe à gauche et à droite, c'est-à-dire si h est strictement positif et respectivement strictement négatif. Je vous laisse vous en convaincre en le faisant vous-même pour le cas h négatif. Et de même, vous pouvez également refaire toute cette démo quand f est strictement décroissante. Oui, mais là c'est presque gagné, qu'est-ce qu'on a ? On a cet encadrement, et je rappelle que dans l'hypothèse, f est continu. Ça signifie que ceci admet une limite. Pourquoi ? Parce que ça, quand h tend vers 0, ça ne dépend pas de h, donc ça converge vers f de x, mais ceci, quand h tend vers 0, ça tend vers f de x. Comme f est continu, en passant la limite à l'intérieur de la fonction, si à l'intérieur je tends vers x, x plus h, quand h tend vers 0, ça tend vers x, si à l'intérieur je tends vers x, la fonction appliquée à ça tend vers f de x. Donc ici, ça tend vers f de x quand h tend vers 0. Ici aussi, évidemment, d'après le théorème des gendarmes, on a également que cette expression-là admet une limite quand h tend vers 0, et cette limite est égale aux limites communes des deux bornes, et donc c'est f de x. Oui, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de démontrer que la limite du taux d'accroissement, alors je répète que là je l'ai fait pour h strictement positif, mais en fait c'est pour h quelconque tendant vers 0, différent de 0. On vient de montrer que la limite du taux d'accroissement existe et tend vers f de x, mais ça, c'est exactement la définition du nombre dérivé de grand f en x, ce qui signifie que la fonction grand f est dérivable en x, puisque sa limite existe et est finie, mais qu'en plus, la dérivée de grand f en x vaut petit f de x. Autrement dit, on a cette relation grand f' de x égale petit f de x pour tout x dans AB. Ça, c'est exactement dire que grand f est une primitive de petit f. CQFD, voilà en essence d'où vient le théorème fondamental de l'analyse. Alors évidemment, pour les cas un petit peu plus généraux, la démonstration est un petit peu plus compliquée, mais c'est un petit peu cette idée-là. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. À bientôt.